New York. En haut de la plus grande tour de cette ville, nous retrouvons un homme, fixé devant la fenêtre de son penthouse. Cet homme, c'est Bernard Madoff. C'est un financier influent et respecté, ancien président du Nasdaq, il symbolise le rêve américain. Cet homme, il incarne la réussite. À travers sa vie luxueuse, fait de yachts, fait de penthouse et de relations influentes. Malgré le fait qu'il ne profite pas de sa famille en dehors du travail, il est aux yeux de tous un génie de la finance, garantissant des rendements stables à des milliers d'investisseurs, qu'ils soient des fonds caritatifs, des familles fortunées ou des institutions financières. Le monde de Bernard Madoff est parfait. Tout le monde le fait confiance et il a le respect de tous. Les plus grandes institutions de New York lui demandent conseil, investissent beaucoup d'argent dans son hedge fund et pensent avoir trouvé le bon filon. Tout va bien pour Madoff. Seulement voilà, il en veut plus. Il est greedy, il est cupide. Et ses clients aussi. Ça tombe bien. Poussé par la volonté de maintenir son mode de vie extravagant et de satisfaire surtout les attentes de ses clients, il décide de mettre en place une stratégie, un système bien particulier qui va lui rapporter beaucoup de plata. Dirigé par un ego surdimensionné, il recherche pouvoir et contrôle, il pense qu'il peut changer le visage de Wall Street à jamais. Et c'est ce qu'il va faire. Mais pas dans le bon sens du terme. C'est simple. Bernard a un plan. Il veut créer une nouvelle stratégie. C'est quoi? Sa nouvelle stratégie propose des rendements fixes à 17% par an, du jamais vu. Il garantit la stabilité de ce rendement malgré les fluctuations boursières. C'est bien au-dessus de ce que le marché peut raisonnablement offrir. Mais lui, tendance haussière, tendance baissière, il peut te garantir ce rendement fixe. Forcément, ça attire du monde. Mais beaucoup se posent la question, comment fait-il? A-t-il exploité une faille que personne n'a vue? Est-il un génie? Et le pompon sur le gâteau, c'est que ce système est sans perte, malgré les crises, les fluctuations boursières. Personne ne se pose la question, pourquoi? Parce que tout le monde encaisse. Tout le monde est comme lui, au fond. Clairement poussé Madoff à franchir une ligne rouge. Il cherchait la fameuse stratégie infaillible et on va voir plus loin qu'il a développé cette psychologie vis-à-vis de ses investisseurs pour qu'il rentre dans son hedge fund, surtout refuse de voir les limites de son système. Il y a un problème à tout ça. Son problème en fait, c'est un système qui est bien connu du monde de l'escroquerie. C'est une arnaque. C'est un scam. C'est un système qui n'est pas basé sur la bourse, malheureusement. La vérité, c'est que beaucoup d'investisseurs rentrent dans son hedge fund, lui donnent de l'argent, mais ces millions d'euros, parce qu'il incarne la stabilité, ne fluctuent pas. Il est passé de l'autre côté de Wall Street. On parle plus de bourse. Il est respecté, il a de la légitimité. Des dizaines de milliers de personnes rentrent dans son système pensant avoir ce 17% de rendement fixe et ne veulent pas voir. Ce qu'il va faire, c'est que pendant près de 50 ans, Madoff va utiliser ce système frauduleux, choisit d'ignorer tous les signaux de mise en garde parce que c'est voué à l'échec et cependant un homme honnête va découvrir le poteau rose. Cet homme c'est Harry Markoupoulos, un analyste financier qui a de suite vu le délire. Il plonge la tête dans les bulletins de fin d'année de Madoff et en 5 minutes il voit que c'est une arnaque. En fait il se dit mais ça défie toute logique. Les rendements promis par Madoff sont tout simplement impossibles. Malgré le fait que les clients affluent de plus en plus et que ses clients pensent avoir flairé le bon filon, lui il est réaliste. Il se dit mais c'est impossible. La question c'est comment cet homme peut battre Wall Street, quel est son système qui lui permet d'avoir des rendements aussi stables, comment produire 17% de rendement stable depuis 50 ans. Même le SP500 ne fait pas ça. En 1999, après 5 minutes d'analyse, le gars il a ouvert le bouquin, il a vu tout de suite, il a dit non, il lance directement des avertissements aux autorités qui sont censées réguler les marchés financiers pour dire le plus gros hedge fund du monde est une arnaque. Les autorités ignorent complètement ces alertes et ils découvrent une chose qui est essentielle. Madoff, le plus grand financier de Wall Street, le plus grand hedge fund, est en fait un système de Ponzi. Le principe de Ponzi, c'est quoi? Le principe de Ponzi, c'est une arnaque pyramidale où l'argent des nouveaux investisseurs sert à payer les anciens. Ça veut dire que ton argent, tu le donnes à ce hedge fund, il te paye les rendements promis avec l'argent des gars qui sont venus avant toi. Il n'y a pas d'investissement réel ou de bénéfice. Tant qu'il y a des nouveaux entrants, son système fonctionne. Mais dès que les gens arrêtent d'investir, tout s'effondre. Madoff, quand on lui demande c'est quoi ta stratégie en trading, il ment. Pas fou le gars. Ce qu'il disait, c'est qu'il prétendait utiliser une méthode sophistiquée appelée Split Strike Conversion Strategy qui impliquait d'acheter des actions et de se couvrir avec des options pour garantir des rendements stables. Le gars bricolait une stratégie, en fait, il ne posait jamais un centime dans la bourse. Madoff, c'était un peu comme les traders perdants qui sont à contre-tendance sur un marché en tendance, évitent d'écouter les avertissements, pensent qu'ils savent mieux que tout le monde. Ils arrivent sur les marchés, pensent qu'ils ont tout compris des marchés et en fait, ce n'est pas le cas. Jamais. Il est enfermé dans son propre déni, sa propre spirale de déni. Pendant 9 ans, Harry Markoupoulos tente d'alerter les autorités, 9 piges, à sonner à une porte qui ne s'ouvre jamais, et personne ne l'écoute. Pendant ce temps, Madoff encaisse tranquillement. Il continue de séduire des investisseurs et des clients, des nouveaux clients, des clients d'ailleurs prestigieux vont rentrer dans sa boucle. Ils sont
sont complètement renforcés par l'aveuglement, par la promesse de stabilité. Ils ont découvert le nouveau filon, ils ont découvert le nouveau Graal. Madoff franchit le point de non-retour quand il décide de continuer l'expansion de sa fraude. Parce qu'il voit les choses en grand, c'est pas suffisant. Comment il arrive à séduire des nouveaux investisseurs? En fait, il a compris une chose. Pour rentrer dans sa boucle, dans son cycle infernal, avec la promesse de stabilité. Madoff en fait exploitait les peurs pour leur promettre une stabilité via son image de sécurité, de légitimité. Le comportement en fait il est similaire à celui des traders ou des investisseurs qui recherchent des stratégies sans faille, sans risque apparent, ça veut dire sans perte. Ils veulent investir, poser de l'argent mais sans perdre de l'argent. En fait ils cherchaient un refuge financier dans un environnement volatile. Toutefois comme toutes les stratégies sont trop belles pour être vraies, à la recherche du Graal, l'offre de Madoff était trop belle pour être vraie. Il séduit tellement de nouveaux investisseurs que même sa propre communauté, la communauté juive de New York, investit énormément. Il y a des offres caritatives qui investissent également. New York, Palm Beach et des gestionnaires de fonds en Floride promettant des rendements fixes, cette fois-ci à 18%. Pour rentrer dans la boucle, il faut être parrainé par ceux qui sont déjà dans le hedge fund. Avec son aura de respectabilité, sa légitimité et son passé très prudent, très safe, de nouveaux investisseurs, même les plus prudents, placent complètement une confiance aveugle en lui. À mesure que les fonds affluent, la pression sur son système s'agrandit également. Parce que plus il y a d'investisseurs, plus sa pyramide menace de s'effondrer. Les gens sont aveuglés par la cupidité. Là, on voit que Madoff, il plonge de plus en plus dans le mensonge. Il augmente la taille de son réseau malgré les alertes, malgré le fait que son système peut s'effondrer à tout moment. Complètement aveuglé, comme un trader par exemple après avoir perdu sa mise, continue de redoubler ses volumes pour tenter de se refaire. Madoff continue son arnaque, tout se passe bien pour lui. Il forme même des alliances avec des personnes influentes de New York, Ezra Merkin et Stanley Shea, qui l'aident à attirer des investisseurs cette fois-ci milliardaires avec des rendements stables. Vous allez me dire, mais comment les gens ils n'arrivent pas à voir l'arnaque? En fait, tout était divisé, divisé pour mieux régner, c'est-à-dire qu'il y a des étages où tout sont faits séparément. Les états de compte sont créés à un étage, en dessous des salles dites de marché, dans une salle de comptabilité où personne n'y comprend rien et crée des faux bulletins. Les faux bulletins qui sont envoyés aux clients pour renforcer l'illusion de positionnement. Et en fait, ça permet de fournir une preuve, entre guillemets, qu'ils ont placé position, alors qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Pendant ce temps, Harry Markoupoulos continue d'alerter les autorités, mais les autorités ne font rien. Ils se disent, non, on peut pas s'attaquer à quelqu'un d'aussi important que Madoff. Non, le gars, il est là depuis 60 ans, ça, en aucun cas, c'est un Ponzi. Toutefois, ils se disent, allez, on va faire une enquête pour le faire plaisir. Ils mènent une enquête, ils ne découvrent rien et décident de clôturer complètement le dossier. Beaucoup d'investisseurs continuent de rentrer dans la boucle, ils ne voient rien, ils ne suspectent rien, ils n'y connaissent rien. Nous, on va placer nos économies dans son hedge fund. S'il peut nous promettre 17% et si on les a, pourquoi douter? Les gestionnaires de fonds du monde entier continuent de participer, en Amérique latine, en Asie, en Europe. Ils vont même à Genève trouver des investisseurs. Ils parcourent le monde entier pour trouver des investisseurs parce que le système ne peut pas marcher sans nouveaux investisseurs. En Europe, Thierry de Villehuchet, aristocrate français, très important, très influent. Le gars, il a une couronne sur la tête. Il est bien connecté avec la royauté européenne, prend des fonds et investit dans le hedge fund imaginaire de Madoff. Il a invité le prince Michael de Yougoslavie, Philippe Junot, ancien époux de la princesse Caroline de Monaco, enfin le gratin, les gens qui ont du pouvoir et de l'argent. Liliane Bettencourt, L'Oréal ont investi également dans ce hedge fund lors de soirées somptueuses, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Madoff, avant de pouvoir rentrer dans le système, il avait une condition. Les fonds étaient interdits de le mentionner comme conseiller d'investissement dans leurs documents marketing. Pourquoi ? Parce que le gars, il n'était pas enregistré à la SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers aux États-Unis. Malgré le fait qu'il avait des milliers de clients en gestion, il n'était pas enregistré, ce qui aurait dû alerter tout le monde. Lui, serein, pense que tout est sous contrôle parce qu'il commence à avoir des relations influentes, etc. Mais sachez une chose, les snipers, rien ne protège en réalité quelqu'un de la ruine. Au sommet de son succès, Madoff est invincible. En tout cas, il se croit. Il gère des transactions représentant 9% des échanges de la bourse de New York. Dans son bureau du 19e étage, Lipstick Building, les employés de Madoff sont tenus dans l'ignorance du véritable fonctionnement de l'entreprise. Pourtant, au 10e étage, il n'y a aucune transaction réelle. Il faut savoir que sa propre famille à Madoff, eux-mêmes, n'étaient pas au courant du poteau rose, de l'arnaque. Ses fils, Mark et Andrew, ignoraient complètement la fraude. Même s'il sait que tout repose sur du vent, Madoff continue d'attirer des nouveaux investisseurs. Les soupçons commencent à s'accumuler de plus en plus au fil des années dès qu'on passe le cran des 2000. En 2005, Markoupoulos identifie 29 signaux d'alerte, prouvant que tout est fictif.
Il envoie plusieurs rapports à la SEC, les autorités, mais l'agence ignore depuis 1999 ces avertissements. En 2006, une enquête est brièvement ouverte, vite fait, mais rapidement fermée faute de preuves par la SEC. Tout se passe en 2007, alors que la bulle immobilière explose et que les marchés s'effondrent, les hedge funds commencent à vaciller. De nombreux fonds ferment ou bloquent leur retrait, mais dans ce chaos, Bernard Madoff continue d'afficher des rendements stables. Vous vous rendez compte ? C'est la crise, tout s'effondre et le gars sort quand même 17% de rendement. Et en fait, ça attire de nouveaux investisseurs parce qu'il apparaît comme une île de stabilité dans une mer de tourments. Les gros investisseurs se précipitent pour placer leur argent, pensant que lui seul est capable de les protéger de la faillite. Mais en décembre 2008, la situation devient intenable. Les gros investisseurs, inquiets, commencent à retirer leurs fonds. Les demandes de remboursement augmentent, affluent, mais Madoff n'a plus suffisamment de fonds pour les honorer. Les investisseurs autrefois qui étaient confiants montrent qu'en phase de panique, ils commencent à douter et se retrouvent soudain confrontés à la panique. Madoff est incapable de couvrir les sorties de capitaux et voit son empire financier s'effondrer. Madoff, il peut plus alimenter son Ponzi et il fait face à une réalité accablante. Il peut plus payer. Ce qui a été bâti pendant des décennies se désintègre en quelques semaines. Des vies entières sont détruites et la catastrophe est totale. Incapable de répondre à ces demandes de retrait massifs, Madoff comprend que son système est sur le point de s'effondrer. En coulisses, les tensions augmentent, les fondations du système commencent à s'effriter. Comme un trader qui refuse de couper ses pertes, Madoff est dans le déni. Il ne veut pas croire que son système qu'il a monté pendant près de 50 ans est en train de s'effondrer. Il ne peut plus maintenir l'illusion. C'est le moment où la vérité éclate, il ne peut plus payer. Le 10 décembre 2008, soit une semaine après, il avoue à ses fils, tout était faux. J'ai monté un système de Ponzi. Le lendemain, il est arrêté directement par le FBI, l'empire de Madoff s'effondre et des dizaines de milliers de vies entières sont ruinées. Il est arrêté, menottes, et son empire, bâti sur des mensonges, est démantelé. Il liquide sa société et des dizaines de milliards d'euros sont partis en fumée. Il faut savoir que des milliers de personnes, des organisations caritatives, des fonds d'investissement voient leurs économies anéanties. Les dommages sont estimés à près de 65 milliards de dollars. Pour les victimes, la trahison est immense, d'autant plus qu'elles avaient investi surtout dans la confiance de l'homme qui se présentait à eux. Le gars, il était ancien président de Nasdaq, qui représentait un pilier dans le monde de Wall Street à New York. La trahison touche également les proches de Madoff, sa famille. Ses associés sont poursuivis en justice. Les victimes, dévastées, ont perdu leurs économies dans le système de Madoff, sans récupérer un centime de leurs investissements qui ont été faits. Toutes les économies perdues, des vies entières ruinées. Pas de retour en arrière. Comme un trader qui a perdu ses pertes, il faut accepter les conséquences de ses actes. Et c'est ce qu'il fait devant le tribunal, il avoue tout. Madoff, qui était une figure autrefois respectée, a tout perdu et déchu. Son nom est désormais synonyme de tromperie et de trahison. Thierry de la ville Huchet, royauté européenne, se suicide. Son épouse et ses fils se dissocient de lui, mais la honte est trop lourde à porter dans New York. Mark Madoff se suicide en 2010 et Andrew Madoff meurt d'un cancer en 2014. La famille Madoff est brisée, tout comme la confiance des milliers de victimes de la fraude. Il perd tout, empire, famille, statut. Il part en prison. Madoff prend une peine maximale de 150 ans de prison. Il doit vivre désormais avec ce qu'il a détruit. Aujourd'hui même, les efforts pour récupérer leur investissement continuent. Plus de 10 milliards de dollars sont récupérés, mais ce n'est toujours pas assez. On parle de 65 milliards de dollars. Les victimes tentent de reconstruire leur vie financière, tandis que Madoff, en prison, est face aux conséquences de ses actions. Toutefois, en prison, l'histoire ne s'arrête pas là. Un journaliste nous rapporte que Madoff possède le monopole des chocolats chauds Swiss Miss, en prison où il purge sa peine, le revendant plus cher à ses codétenus. Pas folle la guerre. Bernard Madoff est mort derrière les barreaux, il avait 82 ans. En 2021, Madoff meurt en prison et les victimes elles-mêmes n'ont toujours pas été remboursées. L'héritage de Madoff sert de leçon au monde entier, au monde de la finance. Son escroquerie, premièrement, expose les régulations des marchés financiers, la complaisance des investisseurs aveuglés. Madoff rappelle l'importance de rester prudent, de respecter son money management, de ne pas se laisser aveugler par des investissements, par des promesses trop belles et d'accepter les pertes quand elles surviennent. N'oubliez pas que sur la chaîne, je suis réaliste, certains me le reprochent et je vous dis souvent que ce qui fera votre réussite est la discipline, la persévérance et la constance.
Madoff en fait était dans le déni, il était dans son illusion, pensait qu'il pouvait toujours recruter de nouveaux investisseurs pour alimenter son système et continuer à donner une image de réussite. Il se voyait au-dessus des lois du marché, tout comme certains traders qui pensent avoir trouvé le truc. Tout cela n'existe pas. Madoff jouait avec la psychologie humaine, jouait sur le besoin de stabilité et de sécurité que recherchaient les investisseurs en période de crise. Entre parenthèses, les marchés ne peuvent pas toujours offrir. De nombreux investisseurs sont séduits par la promesse de rendement constant, tout comme certains traders cherchent des systèmes un peu imaginaires, garantissant des gains réguliers sans risque. Tout cela n'existe pas en trading. En réalité, il faut comprendre que la volatilité fait partie des marchés et plus tôt vous allez l'accepter, plus tôt vous allez faire du profit sur les marchés. Pour finir, Madoff a commis la plus grande erreur qu'un trader peut commettre, refuser d'admettre l'échec. En tant que trader, reconnaître les pertes fait partie du jeu. Mais Madoff refusait de faire face à ses échecs. Il préférait continuer son mensonge plutôt que d'admettre sa réalité. Ça rappelle les traders qui s'accrochent à des positions perdantes alors que tous les signaux montrent que le marché est dans une autre direction. Pour finir, les snipers, Madoff reflète certains pièges psychologiques que rencontrent les investisseurs sur les marchés financiers. L'illusion de contrôle, la recherche de stabilité, le refus d'accepter la réalité sont ce qui vous permettent de perdre et d'avoir des pertes encore plus grandes parce que vous essayez de vous refaire. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que ce format vous aura plu. Il nous permet d'apprendre énormément de choses par rapport à la psychologie des investisseurs, de ceux qui investissent et surtout de vous qui pouvez devenir de meilleurs snipers. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et dites-moi si vous avez des sujets, des thèmes sur lesquels je pourrais faire une vidéo. Vraie parole de sniper et n'oubliez pas, vrai sniper ne meurt jamais.